Cela faisait 10 ans que j'étais divorcé de mon ex-mari, Julien. Depuis longtemps, nous avions totalement perdu contact, jusqu'au jour de mes 50 ans. Ce jour-là, je me rendis dans un centre de don du sang. Le médecin, en consultant le rapport de mon groupe sanguin, resta figé, visiblement stupéfait. « Madame, avec l'hémorragie massive que vous avez subie il y a 12 ans, comment est-il possible que vous ayez survécu ?» J'avais toujours cru que mes 10 années de mariage avec Julien avaient été une trahison soigneusement orchestrée, et que les 10 années qui avaient suivi notre divorce avaient été un long chemin durant lequel j'avais pansé mes blessures seul. J'avais enfoui cette haine au plus profond de mon cœur, me forgeant une armure solide faite de ma carrière et de ma liberté, devenant la femme indépendante et audacieuse que tout le monde voyait. Jusqu'à ce jour précis, le jour de mes 50 ans, où, au centre de don du sang, le médecin tenant mon dossier me regarda comme si j'étais un cas hors du commun et me demanda « Madame, avec une perte de sang aussi importante il y a 12 ans, comment avez-vous pu survivre ?» C'est à ce moment-là que je compris que ce que je croyais être la vérité n'était en réalité qu'un mensonge tissé pendant 10 ans par un homme, avec sa propre vie et son propre sang. Le jour de mes 50 ans, j'avais posé un jour de congé. Le soleil filtrait à travers les volets, dessinant des taches de lumière sur le parquet. Dans l'air flottait l'arôme du café fraîchement moulu et le parfum de mes lys préférés. Mon fils Daniel m'avait appelé en visioconférence dans la matinée. Il était en programme Erasmus à l'étranger, et son enthousiasme traversait l'écran. « Maman, joyeux anniversaire! Quand je rentrerai, je t'organiserai une grande fête. » Je le grondai en riant, mais mon cœur se remplit de chaleur. Après avoir raccroché, je me regardai dans le miroir. Je me conservais bien. Le temps semblait m'avoir traité avec une bienveillance particulière. À part quelques ridules très fines au coin des yeux, Elena, à 50 ans, en paraissait à peine 40. Mes amis m'enviaient. Elle disait qu'après mon divorce, je menais une vie bien plus passionnante que tout le monde. Et oui, elle l'était. J'avais mon propre studio de design, modeste mais suffisant pour vivre confortablement. Je n'avais plus à rendre de compte à qui que ce soit, ni à attendre tard dans la nuit un homme qui ne rentrait pas, encore moins à affronter ma belle-mère et ce regard qui criait « Tu n'es pas assez bien pour mon fils ». Ces 10 années avaient été bonnes. Seulement, parfois, au cœur de la nuit, une douleur sourde et persistante s'installait dans ma poitrine, comme du bois rongé par les termites, brillant à l'extérieur, mais creux et brisé à l'intérieur. Cet homme, Julien, restait une écharde plantée dans mon cœur. Nous avions été ensemble toute notre jeunesse, du lycée jusqu'à l'hôtel, le couple parfait aux yeux de tous. Mais à la 10e année de mariage, sans aucun avertissement, il m'avait demandé le divorce. Sans dispute, sans explication, seulement cette phrase froide. Nous ne sommes pas compatibles. Je suis tombé amoureux d'une autre. Je me souviens que ce jour-là aussi, le soleil brillait de la même façon, si éblouissant qu'il donnait envie de pleurer. Je lui avais demandé pourquoi. Il fumait en silence. La fumée s'enroulait autour de son profil séduisant mais indifférent. Une image devenue un cauchemar récurrent pendant 10 ans. Il était parti sans rien emporter, me laissant seulement cet appartement et une pension compensatoire que j'appris plus tard être étonnamment généreuse. Je n'en voulais pas, mais il avait imposé la procédure par l'intermédiaire de ses avocats. Il était parti de façon si nette que nos plus de 20 années ensemble semblaient n'avoir été qu'un objet usé dont on pouvait se débarrasser à tout moment. Plus tard, j'entendis dire qu'il était parti vivre à l'étranger avec cette femme, son grand amour de jeunesse. Depuis, nous avions totalement perdu contact. Nous étions devenus les plus intimes des étrangers. Je m'étais forcé à ne plus penser, à ne plus haïr. J'avais concentré toute mon énergie sur le travail. Et c'est ainsi qu'est née l'Elena d'aujourd'hui. Ce jour-là était mon 50e anniversaire, mais aussi le 10e anniversaire de ma nouvelle vie. Je voulais faire quelque chose de significatif, dire adieu au passé une bonne fois pour toutes. J'avais donc pris rendez-vous au centre de don du sang de Clermont-Ferrand. Je voulais commémorer ma renaissance de cette manière et, en même temps, contribuer à la société. Le don se déroula sans problème. L'infirmière était très aimable. Elle me félicita d'avoir des veines faciles à trouver et dit que je ne faisais pas mon âge. Allongé sur le fauteuil, regardant mon sang rouge s'écouler lentement par le tube jusqu'à la poche, je ressentis un calme étrange. Peut-être était-ce cela, renaître, laisser partir le sang mort du passé pour accueillir un avenir meilleur. À la fin,
je reçus ma carte de donneuse et un petit cadeau. Juste au moment où je m'apprêtais à partir, l'infirmière revint en courant, légèrement nerveuse. « Madame Garcia, pourriez-vous patienter un instant ? Le docteur Morel souhaite vous parler. » Un peu confuse, je la suivis jusqu'à un bureau attenant. À l'intérieur, un médecin d'une quarantaine d'années, portant des lunettes à monture dorée, se leva en me voyant. Son expression était sérieuse, presque grave. « Madame Garcia, asseyez-vous, je vous prie, » dit-il en me désignant une chaise. Je sentis mon estomac se nouer. Y avait-il un problème avec mon sang? Docteur Morel, y a-t-il une anomalie dans mes analyses? Il ne répondit pas directement. Il prit un rapport posé sur le bureau et le fit glisser vers moi. « Madame, regardez ceci. » C'était mon analyse sanguine. Je ne comprenais pas la plupart des données, mais les mots ORH négatifs ressortaient clairement. Le fameux sang universel négatif, extrêmement rare. Je savais depuis longtemps que mon groupe sanguin était particulier. Oui, c'est bien mon groupe. Y a-t-il un problème? L'expression du docteur Morel devint encore plus grave. Il ajusta ses lunettes et demanda, mot par mot. « Madame, selon nos archives, il y a 12 ans, vous avez été admise en urgence à l'hôpital central après un grave accident de voiture. C'est exact? 12 ans. Mon esprit fut aussitôt projeté vers cet après-midi gris. L'accident avait été soudain. Je me souvenais seulement du crissement des freins, d'un choc brutal, puis du noir. Quand je m'étais réveillé, j'étais à l'hôpital. Julien était à mon chevet, les yeux rougis, le visage encore plus pâle que le mien. Mes souvenirs de cette période étaient flous. Je me rappelais surtout une douleur constante et une somnolence permanente. Le médecin avait dit que j'avais perdu énormément de sang et que ma survie relevait du miracle. J'étais resté hospitalisé plus d'1 mois. Après ma sortie, j'étais resté très faible pendant longtemps. Julien avait pris un long congé pour s'occuper de moi à la maison. Ce fut probablement la dernière période de tendresse de notre mariage. Mais cette accalmie fut de courte durée. 2 ans plus tard, il me demanda le divorce. « Oui, c'est bien cela, » répondis-je en hochant la tête, une inquiétude grandissante en moi. « Docteur, que se passe-t-il » Le docteur Morel inspira profondément, comme s'il rassemblait son courage. Il pointa une valeur sur le rapport et dit, d'un ton presque incrédule. « Madame, le problème est ici. Selon votre dossier médical de l'époque, vous avez perdu plus de 4000 ml de sang, une quantité considérée comme mortelle. À ce moment-là, les réserves de notre banque de sang pour votre groupe, ORH négatif, étaient à un niveau historiquement bas, totalement insuffisant pour une intervention d'une telle ampleur. » Ces paroles résonnèrent comme un coup de tonnerre dans ma tête. Je restai figé. Je savais que j'avais été gravement atteinte, mais pas que j'avais été si proche de la fin. Alors comment? Ma voix tremblait. Comment m'a-t-on sauvé? Le docteur Morel me regarda avec un mélange de curiosité et d'incrédulité, puis dit en détachant chaque syllabe. C'est justement ce que nous voulions vous demander. Dans votre dossier, il est seulement indiqué, transfusion réussie, constante vitale stabilisée. Mais la partie concernant l'origine du sang est classifiée. En toute objectivité, avec la quantité de sang que vous avez perdu, à moins qu'un miracle ne se soit produit. Il fit une pause avant de prononcer la phrase qui me fit sombrer dans un froid abyssal. Vous n'auriez pas dû survivre. Je répétais ces mots, sentant le sang se figer dans mes veines. L'air sembla disparaître du bureau, ne laissant que ma respiration saccadée et celle du médecin. Comment cela était-il possible? J'étais vivante, en bonne santé, j'avais 50 ans. Comment pouvais-je ne pas avoir survécu? Mon esprit était en plein chaos. Des fragments de souvenirs d'il y a 12 ans m'assaillirent, l'odeur du désinfectant, le visage pâle et amaigri de Julien, cette sensation de vide et de faiblesse dans mon corps. Tout semblait à la fois terriblement réel et incroyablement lointain. « Docteur, êtes-vous sûr qu'il n'y a pas d'erreur » demandai-je d'une voix à peine audible, m'accrochant à un dernier espoir. Peut-être que les dossiers de l'époque étaient incorrects. Ou qu'il existait une autre explication. Le docteur Morel secoua la tête. Son expression solennelle ne laissait place à aucun doute. « Madame, la médecine est une science très précise. Une perte de 4000 ml est fatale pour n'importe quel adulte. Et de surcroît, avec un groupe sanguin aussi rare que le vôtre,
réunir une quantité suffisante et compatible en si peu de temps est quasiment impossible. Nous avons vérifié les registres de la banque du sang de l'époque. Ni dans toute la région, ni même dans tout le pays, il n'aurait été possible de rassembler une telle quantité de sang de votre groupe en une seule journée. Ces paroles frappaient mon système nerveux comme un marteau. Je dus m'agripper au bureau pour ne pas vaciller. Si le docteur Morel disait vrai, alors il s'était produit, il y a 12 ans, quelque chose que j'ignorais totalement. Quelle était l'origine de ce sang classifié? Insistai-je. On ne peut vraiment pas accéder à ce dossier? Le médecin sembla mal à l'aise. Nous n'en avons pas l'autorisation. Le niveau de sécurisation de ce dossier est extrêmement élevé. À moins qu'un des protagonistes concernés ne fasse la demande directement, ou qu'il y ait une ordonnance judiciaire de haut niveau, il est impossible d'y accéder. Les protagonistes concernés. À part moi, il y avait le chirurgien et Julien, le proche qui avait signé le consentement pour l'opération. Julien. Son nom traversa mon esprit comme un éclair. C'était lui qui était resté à mes côtés tout ce temps-là. C'était lui qui s'était occupé de toutes les démarches médicales. S'il y avait quelqu'un qui connaissait la vérité, c'était forcément lui. Mais cela faisait 10 ans que nous n'avions plus aucun contact. Il était loin, à l'étranger, vivant heureux avec son amour de jeunesse. Où pouvais-je le trouver? Et surtout, après une séparation aussi humiliante, me dirait-il la vérité? Je quittais le centre de don du sang comme une âme errante. Le soleil brillait toujours, mais je ressentais un froid glacial. Une personne qui aurait dû disparaître avait survécu sans explication. Ce mystère immense m'enserrait de toutes parts. Je ne pouvais plus continuer à vivre avec la même tranquillité. Je devais découvrir qui, et comment, m'avait arraché à la mort il y a 12 ans. En rentrant chez moi, je fouillai armoires et tiroirs jusqu'à trouver, dans une boîte couverte de poussière, mon compte-rendu de sortie d'hôpital et quelques factures médicales. Le diagnostic était glaçant, traumatisme crânien sévère, fractures multiples, état de choc. Je passais chaque document en revue, cherchant un indice, mais à part des coûts exorbitants et une longue liste de médicaments incompréhensibles, il n'y avait aucune trace particulière sur l'origine du sang. Je m'effondrais sur le sol, envahi par une profonde impuissance. La piste semblait morte. J'allais devoir vivre avec ce mystère le reste de ma vie. Mais je ne pouvais pas m'y résoudre. Cela ne concernait pas seulement mon passé. Cela pouvait cacher une dette de vie que je devais honorer. Je ne pouvais pas en rester là. Lorsque je me calmais, je commençais à organiser mes pensées. Si la voie officielle de l'hôpital était fermée, il me faudrait passer par des contacts personnels. Le chef chirurgien de l'époque, le docteur Auguste Morel, était peut-être au courant. Je me souvenais qu'il avait pris sa retraite quelques années plus tôt. Grâce à une amie qui travaillait encore à l'hôpital, j'obtins son numéro et son adresse. Mon cœur battait à tout rompre lorsque je composais le numéro. « Allô ?» répondit une voix âgée mais aimable. « Bonjour, êtes-vous le docteur Auguste Morel ?»« Oui, c'est moi. »« Qui est à l'appareil ?»« Je m'appelle Elena Garcia. Il y a 12 ans, j'ai eu un accident de voiture et c'est vous qui m'avez opéré. Vous souvenez-vous de moi ?» Un silence de quelques secondes s'installa à l'autre bout du fil. « Ah oui, Elena Garcia. Ça me dit quelque chose. La patiente au groupe sanguin rare, n'est-ce pas? Vous vous êtes très bien remise. C'était un miracle. » Encore ce mot. Miracle. Mon cœur fit un bond. L'autre médecin ne m'avait pas menti. « Docteur, je vous appelle justement à propos de cette opération. Aujourd'hui, en donnant mon sang, un médecin m'a dit que ma situation à l'époque était critique, presque incompatible avec la survie. J'ai besoin de savoir ce qui s'est réellement passé, d'où venait le sang qu'on m'a transfusé. » Je posai toutes mes questions d'un seul souffle, craignant qu'il ne raccroche. Un long silence suivit. Si long que je crus que la ligne avait été coupée. Madame Garcia, la voix du docteur était fatiguée, hésitante. Le passé appartient au passé. Aujourd'hui, vous êtes en bonne santé, et c'est ce qui compte. Pourquoi remuer tout cela? Non, docteur, j'ai besoin de savoir. Ma voix se brisa sous l'émotion. Si quelqu'un m'a sauvé, je ne peux pas vivre dans l'ignorance. Ce ne serait pas juste pour cette personne. Je vous en prie, dites-moi la vérité.
Le docteur soupira. J'ai promis à quelqu'un de garder ce secret. Madame, je vous en prie, n'insistez pas. Je ne peux vraiment rien dire. Et il raccrocha. Le signal de fin d'appel me vrilla les oreilles tandis que mon cœur s'enfonçait. La réaction du docteur Morel confirmait l'existence d'un secret, et d'un secret soigneusement gardé. Il avait mentionné une promesse faite à quelqu'un. Julien? Je ne voyais personne d'autre. Pourquoi? Pourquoi tant de secrets? Était-ce possible que la manière dont on m'avait sauvé ait impliqué quelque chose d'inavouable? 1000 pensées s'entrechoquaient dans ma tête, déclenchant une migraine lancinante. Je me recroquevillai sur le canapé, serrant ma tête entre mes bras. Cette vérité différée de 12 ans était comme une boîte de Pandore. Une fois ouverte, nul ne savait quel monstre pouvait en sortir. Mais il n'y avait plus de retour en arrière. J'avais besoin de réponses. Malgré le refus du docteur Morel, je n'abandonnais pas. Son silence ne faisait que renforcer ma conviction, Julien était la clé de tout ce mystère. Mais comment le contacter? Pendant ces 10 années, nous avions effacé tous nos moyens de communication. Pendant ces 10 années, il avait changé de numéro et fermé ses profils sur les réseaux sociaux. C'était comme si la terre l'avait avalé. J'essayais de contacter des amis en commun, posant des questions à demi-mot sur la vie de Julien. Les réponses furent étonnamment unanimes. Ça fait longtemps que je n'ai plus de nouvelles de lui. Après votre divorce, il est parti à l'étranger et il n'est jamais revenu. Quelqu'un me dit même en plaisantant. Elena, ne me dis pas que tu ressens encore quelque chose et que tu veux retourner avec lui. Un type qui quitte sa femme pour une autre, pourquoi le chercher? Je ne pus que sourire maladroitement et ravaler mes mots. Oui, aux yeux de tous, Julien était un salaud qui avait abandonné sa femme pour son amour de jeunesse. Quand la nouvelle de notre divorce s'était répandue, presque tous mes amis s'étaient rangés de mon côté, maudissant la cruauté de Julien. Comment aurais-je pu leur expliquer qu'à présent je soupçonnais qu'il cachait un secret monumental? Ils auraient pensé que j'étais folle, ou que je l'aimais encore et que je cherchais des excuses pour lui. Cette piste-là aussi était morte. Alors que j'étais sur le point de désespérer, je pensais à quelqu'un. Ma belle-mère, la mère de Julien. C'était elle qui avait été la plus heureuse de notre divorce. Elle avait toujours pensé qu'avec mes origines modestes, je n'étais pas digne de son fils brillant. Bien sûr, nous avions perdu contact, nous aussi. Même si je n'avais aucune envie de reparler à cette femme amère, elle était peut-être la seule à savoir comment joindre Julien à l'étranger. Prenant mon courage à deux mains, je composai ce numéro que je n'avais pas touché depuis 10 ans. Le téléphone sonna longtemps avant qu'une voix méfiante ne réponde. Oui? Qui est-ce? Bonjour, c'est moi, Elena. J'entendis un reniflement de l'autre côté, suivi d'un ton acide et tranchant. Quoi? Ça fait longtemps que tu n'as plus rien à voir avec mon fils. Pourquoi tu m'appelles? Tu veux revenir avec lui? Je te le dis tout de suite, même pas en rêve. Julien va très bien maintenant. Ce n'est pas ça. Je ravalai l'humiliation, essayant de garder une voix calme. Je vous appelle pour vous demander les coordonnées de Julien. J'ai quelque chose de très urgent à lui dire. Urgent? Quelle urgence peux-tu avoir, toi? Se moqua-t-elle avec mépris. Elena, je te préviens, ne t'avise pas de te mêler à nouveau de la vie de mon fils. Divorcer de toi a été la meilleure décision de sa vie. Tu ne lui gâcheras pas l'existence une seconde fois. Et elle raccrocha sèchement. Je restai debout, le téléphone à la main, envahi par un mélange de frustration et d'humiliation. Comme je m'y attendais, je n'avais obtenu d'elle que des insultes, mais je n'avais pas le temps de m'apitoyer. Si je ne pouvais pas trouver Julien, il ne me restait qu'à revenir au point de départ, l'hôpital central. J'étais convaincu que tout laisse une trace. Je pris quelques jours de congé et passai mes matinées aux archives de l'hôpital. L'archiviste, une femme proche de la retraite, me regardait avec curiosité. Sous prétexte d'une recherche universitaire, je demandais l'accès aux dossiers médicaux d'il y a 12 ans. À cause de la confidentialité des patients, ma demande fut refusée encore et encore. Je ne me décourageais pas. Chaque jour, j'allais discuter avec l'archiviste, je l'aidais à classer des documents et, peu à peu, je gagnais sa sympathie. Peut-être grâce à mon insistance, ou parce qu'elle fut touchée par mon faux sujet de recherche, quelques jours plus tard, elle finit par céder.
Écoute, Elena. Par règlement, les dossiers médicaux principaux sont inaccessibles. Mais les journaux de service du département de l'époque et certains registres externes de transfusion qui ne mentionnent pas les noms des patients, si tu veux les voir, je peux te les chercher. C'était une avancée énorme. Je la remerciais avec effusion. Je passais 2 jours entiers à fouiller parmi des montagnes d'archives. Finalement, dans un registre poussiéreux de transfusion du service de chirurgie, je trouvais quelque chose d'étrange. Le jour de mon accident, il n'y avait qu'une seule mention d'utilisation de sang en urgence, noté 4000 cc au RH négatif, mais la colonne du numéro d'identification du sang avait été barrée d'un épais trait d'encre noire. Et ce n'était pas tout, juste en dessous, il y avait une petite note, écrite à la hâte, don en direct d'un seul donneur, consentement éclairé de risque signé par un proche. Don en direct d'un seul donneur. Ces mots me frappèrent comme une décharge électrique. Je me levai d'un bond, sentant tout le sang me monter à la tête. Je savais ce que cela signifiait. Un don normal ne dépasse pas 400 cc, avec des périodes de repos strictes. Un don en direct, surtout une quantité aussi massive que 4000 cc sur une courte période, ce n'était pas un don. C'était risquer sa vie. Cela provoquerait des dommages irréversibles et dévastateurs dans le corps du donneur. Qui serait prêt à risquer sa vie pour la mienne? Dans mon esprit surgit, incontrôlable, le visage pâle de Julien. Je me souvins que durant le mois où j'avais été hospitalisé, il avait maigri à une vitesse alarmante. À l'époque, j'avais pensé que c'était la fatigue et l'inquiétude de me soigner. Je n'avais pas cherché plus loin. Maintenant, en y repensant, sa pâleur et sa faiblesse n'étaient pas celles d'un homme épuisé. C'était l'état de quelqu'un qui a perdu une quantité énorme de sang. Je me rappelais aussi que, durant cette période, il m'évitait souvent et buvait des infusions aux herbes à l'odeur étrange. Quand je lui demandais ce que c'était, il disait que c'était pour le stress du travail. Même après ma sortie, il était devenu irritable et impatient. Nos disputes s'étaient multipliées, jusqu'à nous mener au divorce. Tout était lié. Une idée terrible commença à grandir en moi. Et si le donneur avait été Julien? Et s'il m'avait sauvé avec presque la moitié de son sang, puis, le corps brisé, par peur de devenir un fardeau pour moi, il avait inventé l'excuse de son amour de jeunesse pour m'obliger à divorcer? Ce n'était pas impossible. C'était trop invraisemblable. Je n'arrivais pas à croire que l'homme qui m'avait dit froidement « Je suis tombé amoureux d'une autre » ait pu faire un sacrifice aussi immense pour moi. Cela contredisait totalement l'idée que je m'étais faite de lui pendant ces 10 dernières années. Il me fallait des preuves. Il fallait que je le lui demande en face. Je tenais le registre, mes doigts tremblaient sous la tension. Sous la bande d'encre noire, je distinguais en relief la trace de quelques chiffres. Je sortis aussitôt mon téléphone, pris une photo, montai la luminosité au maximum et agrandis encore et encore. Même si l'image était floue, je reconnus plusieurs chiffres. C'étaient les 4 derniers chiffres du numéro d'identité de Julien. Je les connaissais parfaitement. Je retombais sur ma chaise. Les larmes jaillirent sans que je puisse les retenir. La trahison que j'avais haïe pendant 10 ans était en réalité un acte d'amour profond, un pari entre la vie et la mort. Ce n'était pas qu'il ne m'aimait plus. Il m'aimait jusqu'à la moelle, au point de détruire sa propre vie pour moi. Alors pourquoi l'avait-il fait? Pourquoi me l'avait-il caché? Pourquoi m'avait-il écarté d'une manière si cruelle? Et qu'en était-il de ce prétendu amour de jeunesse? Ma tête était un tourbillon de questions, mais toutes les réponses pointaient vers une seule personne. Il fallait que je le retrouve. Tout de suite. Après avoir confirmé que Julien était celui qui m'avait sauvé, je sentis mon monde basculer. 10 ans de ressentiment, d'amertume et de posture de victime s'effondrèrent en un instant, remplacés par une avalanche de culpabilité, de douleur et de peur. Peur que mes soupçons soient vrais. Peur qu'il ait réellement détruit sa santé à cause de moi. Comment avait-il vécu ces 10 années seul à l'étranger? Allait-il bien? Ce prétendu amour de jeunesse était-il réel, ou seulement un ennemi que j'avais imaginé? Je devais le retrouver et lui demander tout cela, face à face. Mais où trouver, dans l'immensité du monde, quelqu'un qui m'avait évité volontairement pendant 10 ans? Juste au moment où j'allais céder au désespoir, je me souvins de quelqu'un que j'avais ignoré depuis longtemps, Isabelle, la cousine de Julien. Nous avions autrefois été amis comme des sœurs, mais après notre divorce, sans doute mal à l'aise au milieu, nous nous étions éloignés.
Elle savait peut-être quelque chose sur Julien. Avec peu d'espoir, je retrouvai son contact et lui envoyai une demande d'ajout. À ma surprise, elle accepta presque immédiatement. Je pesai mes mots avant d'écrire le premier message. Isabelle, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Elle répondit vite. Elena, c'est vraiment toi. Je vais bien. Et toi? Après les politesses d'usage, j'allais droit au but. Isabelle, je voulais te demander pour ton cousin. Tu sais où il est maintenant? J'ai quelque chose de très important à lui dire. Un long silence suivit, si long que je pensais qu'elle ne répondrait pas. Au moment où mon espoir s'éteignait, elle m'envoya un long message vocal. Son ton mêlait surprise, hésitation et une tristesse à peine perceptible. Elena, tu veux vraiment retrouver mon cousin? La vérité, c'est qu'il n'est jamais parti à l'étranger. Jamais parti à l'étranger. Comment était-ce possible? Tout le monde disait qu'il était parti. Il avait fait son visa et acheté ses billets, continua Isabelle, mais il n'est jamais monté dans cet avion. Il a trompé tout le monde, y compris ma tante. Il a déménagé à Limoges, dans un endroit où personne ne le connaissait. Il disait que s'il allait trop loin, il avait peur que, s'il t'arrivait quelque chose, il ne puisse pas arriver à temps. Je sentis comme une main invisible me serrer le cœur, une douleur qui me coupa le souffle. Il n'était pas parti. Il était resté tout près, veillant sur moi à distance. Alors pourquoi? Pourquoi t'a-t-il menti? Pourquoi il a divorcé de toi, n'est-ce pas? Me coupa Isabelle. Mon cousin m'a interdit de te le dire, mais je crois que maintenant tu dois connaître la vérité. Il y a 12 ans, quand tu as eu ton accident, tu avais besoin d'une transfusion massive. Ton groupe sanguin était si rare que l'hôpital n'avait pas de réserve. C'était mon cousin. Il a le même groupe que toi. Il a supplié le docteur Morel, il a signé un document de consentement où il acceptait les risques, et en 48 heures, on lui a prélevé sur son propre corps près de 2000 cc de sang pour toi, en 3 prélèvements. Ce n'était pas un don, Elena. C'était une folie. Même si je l'avais deviné, l'entendre confirmer me déchira le cœur. 2000 cc, je ne pouvais pas imaginer cette sensation de vide. Et ensuite, je demandais, la voix brisée par les sanglots. Après, toi tu as survécu, mais son corps a été détruit, poursuivit Isabelle, et sa voix se brisa elle aussi. Anémie sévère, système immunitaire au plus bas. Et le pire, ce don surhumain lui a provoqué une complication, un dommage irréversible à ses reins. Insuffisance rénale chronique. Insuffisance rénale chronique. Ces mots furent comme 5 lames plantées dans mon cœur. Il avait eu peur que tu t'inquiètes, que tu te sentes coupable, et surtout, il avait peur d'être un fardeau pour toi. Alors il a choisi la manière la plus radicale. Il a engagé une parente éloignée pour se faire passer pour son grand amour. Il a fait en sorte que tu les vois exprès, pour que tu te sentes trahi, pour que tu le détestes. Il disait que c'était la seule façon pour que tu recommences une nouvelle vie sans poids. Il disait que te voir vivre bien, c'était ce qui comptait le plus. Mes larmes tombaient comme des perles d'un collier brisé. Je me couvris la bouche pour ne pas crier. Quel idiote! Je l'avais haï pendant 10 ans. J'avais cru qu'il était un homme sans cœur, alors qu'en réalité il avait échangé sa santé et le bonheur du reste de sa vie contre mon bien-être. Et moi je l'avais maudit de toutes les pires paroles. Je l'avais traité avec la plus froide indifférence, tout en profitant de l'argent qu'il m'avait laissé. Où est-il, Isabelle? S'il te plaît, dis-moi où il est maintenant, suppliai-je, brisé en sanglots. Isabelle me donna une adresse, un centre de rééducation à Limoges. Dernièrement, il n'allait pas bien. Il y était pour des séances de dialyse. Elena, va le voir. Je crois qu'au fond, lui aussi il te manque beaucoup. Je raccrochai et je ne pus plus me retenir. Je m'effondrai sur le volant, pleurant à grands sanglots. Je pleurais ma stupidité, son amour profond, nos 10 années perdues. Je démarrai la voiture et roulai vers Limoges aussi vite que je le pus. Pendant le trajet, les souvenirs de notre passé tournaient en boucle dans ma tête, ses bons gestes, ses mauvais gestes, sa tendresse, sa froideur. Maintenant, tout s'imbriquait. Sa froideur, c'était pour m'éloigner. Sa détermination, c'était pour me protéger. C'était l'homme qui m'avait le plus aimé au monde, et envers qui j'avais la plus grande dette.
Un peu plus d'1 heure plus tard, j'arrivai devant le centre, mais, en m'arrêtant à l'entrée, je perdis courage. Avec quel visage allais-je me présenter devant lui? Que lui dirais-je? Pardon. Je t'aime. Pendant 10 ans, il avait subi en silence la souffrance de la maladie, pendant que moi, je vivais confortablement avec son argent. Quel droit avais-je de réapparaître dans sa vie? Je respirai profondément plusieurs fois, essuyai mes larmes, puis je trouvai enfin le courage d'entrer. Je demandai à l'accueil la chambre de Julien Garcia. Quand j'arrivai devant la porte et regardai par la petite vitre, mes pieds se figèrent. L'homme allongé sur le lit était méconnaissable, le visage jaunâtre, si maigre qu'il semblait n'être plus que la peau sur les os. Sans ses traits familiers, je n'aurais jamais cru que c'était le Julien vibrant et plein de vie que j'avais connu. Le temps et la maladie avaient laissé sur lui une marque terrible. Une femme était assise près de lui, lui pelant une pomme avec tendresse. Elle semblait jeune, aux traits fins. Était-ce elle, le grand amour? Une jalousie acide et indescriptible me submergea. À cet instant, la femme sembla sentir mon regard et leva la tête. Quand nos yeux se rencontrèrent, l'air se glaça. Dans son regard, il n'y avait ni hostilité ni défi comme je l'avais imaginé, mais de la surprise et une forme de compréhension. Elle posa la pomme, se leva, me fit signe d'attendre, puis, après avoir refermé la porte avec précaution, s'approcha de moi. Elle marchait avec légèreté, sentait légèrement le désinfectant, et sa blouse blanche lui donnait une allure calme. « Vous êtes Elena, n'est-ce pas » dit-elle d'une voix douce mais assurée. J'acquiesçai, traversé par un tourbillon d'émotions, jalousie, culpabilité, anxiété. Je ne savais pas quoi dire. Je m'appelle Sophie Rameau. Je suis le médecin traitant de Monsieur Garcia. Médecin traitant, je restais stupéfaite. Ce n'était pas son amour. Vous n'êtes pas. Sophie devina ma confusion et esquissa un sourire mêlé de résignation et de compassion. Je sais à quoi vous pensez. Le soi-disant grand amour était une ancienne camarade de faculté, une actrice. Monsieur Garcia lui a versé une somme d'argent pour jouer une scène. Une scène uniquement pour vous. La vérité se dévoilait d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, plus dure et plus claire encore que ce que je pensais. Depuis le début, tout n'avait été que sa mise en scène à lui, seul. Il avait orchestré une trahison pour que je puisse partir avec l'esprit libre. Je m'appuyais contre le mur froid, sentant mes forces m'abandonner. Comment va-t-il ? Réussis-je à demander d'une voix rauque que je ne reconnaissais pas. Le visage de Sophie s'assombrit. La situation n'est pas bonne. Son insuffisance rénale chronique est entrée en phase terminale, ce qu'on appelle l'urémie. Cela fait des années qu'il tient grâce à la dialyse. Mais dernièrement, son corps répond de moins en moins bien, et plusieurs complications sont apparues. Urémie, je n'étais pas médecin, mais je savais ce que ces mots signifiaient. Ils signifiaient que sa vie s'éteignait lentement. Il n'y a pas une autre solution? Une greffe. On peut faire une greffe de rein, n'est-ce pas? Je m'accrochais à son bras comme à mon dernier espoir. Théoriquement, la greffe de rein est le meilleur traitement, soupira Sophie. Mais le groupe sanguin de Monsieur Garcia est très particulier, ORH négatif. Trouver un rein compatible est extrêmement difficile. Cela fait des années qu'il est sur la liste d'attente nationale, sans nouvelles. Encore le groupe sanguin. Celui qui m'avait sauvé la vie était maintenant la corde qui l'étouffait. Quelle ironie. Le mien, dis-je sans réfléchir. Je suis aussi ORH négatif. Prenez mon rein. Docteur, faites des analyses. Faites les tests pour voir si nous sommes compatibles. Sophie me regarda, surprise, comme si elle n'avait pas attendu une telle réaction. Madame, calmez-vous. Une greffe d'organes n'est pas un jeu. Il faut des tests de compatibilité très complexes. Et même si vous étiez compatible, le donneur prend un risque énorme. Ça m'est égal, l'interrompis-je avec une fermeté que je ne m'étais jamais connue. Il a été prêt à risquer sa vie pour moi. Pourquoi je ne pourrais pas lui donner un rein? Docteur, s'il vous plaît, donnez-moi une chance. Donnez une chance à... Voyant ma détermination, Sophie se tut un instant, puis acquiesça enfin. D'accord. J'organiserai les tests de compatibilité. Mais madame, je dois vous prévenir, ne vous faites pas trop d'illusions. Même entre proches,
les chances de réussite ne sont pas élevées. Je comprends. Je respirais profondément pour essayer de me calmer. Merci, docteur, et merci de vous être occupé de lui toutes ces années. C'est mon travail, répondit-elle en secouant la tête. La vérité, c'est que Monsieur Garcia est un patient très fort. Il a une envie de vivre incroyable. Un jour, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu qu'il avait peur que, s'il s'en allait, il n'y aurait plus personne qui puisse vous donner du sang. Cette phrase m'a brisé de nouveau. Quel idiot. Même dans cet état, il pensait encore à moi. Sophie Rameau m'emmena passer une série d'examens complexes et des analyses de sang. L'attente des résultats fut une torture. Chaque minute, chaque seconde, c'était comme si j'étais assise sur des braises. Je restais devant la chambre de Julien, le regardant avec avidité à travers la petite vitre. La plupart du temps, il dormait. Quand il se réveillait, il restait là, à fixer le plafond, avec une expression vide qui vous déchirait l'âme. Je n'osais pas entrer. J'avais peur que ma présence le perturbait, plus encore, j'avais peur qu'en le voyant consumé par la maladie, je perde le contrôle. Ainsi, je passais une journée et une nuit entière à monter la garde devant la porte. Le lendemain en fin d'après-midi, Sophie s'approcha avec un compte rendu, le visage grave. « Elena, j'ai les résultats de compatibilité. » Mon cœur s'arrêta. Je la regardais en retenant mon souffle. « Eh bien, vous êtes compatible. » Les yeux de Sophie étaient pleins de tristesse. Elle secoua doucement la tête. « Je suis désolé. Même si votre groupe sanguin est le même,